Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est le démantèlement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au petit matin. 2500 gendarmes postés pour évacuer les irréductibles. Reportage dès le début de ce journal. Une première dans la République, Emmanuel Macron participe à la conférence des évêques de France. Le président souhaite établir un dialogue, mais aussi faire passer des messages. On verra si l'essai a été transformé ou pas. Dans ce journal également, réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. 2 attaques d'envergure aujourd'hui, dont une chimique. Des interpellations dans le double meurtre de Magnanville. Il y a 2 ans, les enquêteurs cherchent toujours à comprendre pourquoi le couple de policiers avait été visé. La Poste touchée par un immense bug informatique ce lundi. 9000 bureaux impactés dans tout l'Hexagone. Heureusement, certaines opérations ont pu se faire via Internet. Enfin, Laure d'Autriche nous rappellera qu'il y a 50 ans décollait de Kourou la première fusée française et elle ne s'appelait pas Ariane. 22h10, l'économiste Philippe Wechter. La grève à la SNCF, l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes et Emmanuel Macron qui reste stoïque. N'a-t-il pas une main de fer dans un gant de velours? N'est-il pas la réincarnation de Margaret Thatcher? Nous lui poserons la question. La météo de Christine Peña, demain quelques éclaircies, la bourse avec Didier Hameau et la belle entreprise, un nouveau parfumeur indépendant. L'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a eu lieu ce matin. Ce n'est qu'un début, mais on a fait l'essentiel, a précisé tout à l'heure le préfet. 2500 gendarmes se sont rendus sur place au petit matin pour démanteler les squats. Le bilan ce soir, une dizaine d'interpellations. Idem pour le chiffre des habitations temporaires détruites. Pierre-Baptiste Vanzini, vous êtes parmi les journalistes qui ont suivi cette opération. Vous êtes au lieu-dit des 100 noms avec des zadistes qui avaient un vrai projet sur place, comme par exemple construire des bergeries. Oui, les moutons ont été évacués la nuit dernière quand les habitants ont senti le vent tourner. Aujourd'hui, en quelques heures, Sarah, qui s'occupe de la bergerie, a vu tous ses projets d'avenir disparaître. Nous, on est un lieu avec un projet agricole qui est complètement emblématique de ce qu'on invente comme projet d'avenir sur la ZAD. Donc c'est un lieu où on a construit une bergerie avec un hangar qui faisait plus de 400 mètres carrés. On a la bergerie qui est détruite, ils vont bientôt détruire notre maison. Je sais pas quoi dire de plus, mais quand ils disent que tous les lieux qui sont détruits n'étaient pas à vocation agricole, etc., c'est n'importe quoi. Enfin, là, on est face à la politique d'un banquier, quoi, et on le voit bien, quoi. En fait, ces gens-là, on peut pas leur faire confiance, c'est bien connu, quoi. Dans ce lieu, les 100 noms, un habitat collectif, il y avait aussi Camille Boulanger de la ZAD, présent depuis 5 ans. Une proposition de relogement lui a été faite à Nantes, mais pour lui, pas question de partir. Nous, on ne va pas compter là-dessus, on compte sur la solidarité de ce mouvement qui est fort et c'est sûr que ce soir, on n'aura pas de problème pour trouver un endroit pour dormir, pour continuer à se penser et se projeter à vivre ici et à continuer nos projets agricoles, à avoir une agriculture innovante qui est vraiment respectueuse du territoire et continuer à vivre ici. L'expulsion de ce lieu a été un choc ici et beaucoup se demandent maintenant jusqu'où vont aller les évacuations. Merci Pierre-Baptiste Vanzini. Dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour Europe 1 ce soir, un dispositif de police reste sur place. Cette interpellation à l'université de Nanterre, les CRS sont intervenus lors d'une AG organisée par plusieurs centaines d'étudiants. La fac a dû être fermée pour la journée. Une opération policière a également pris place dans la fac de Grenoble. Ce soir, Emmanuel Macron est au collège des Bernardins. Cocktail avec les évêques de France réunis à leur conférence. Le président de la République est venu dialoguer. C'est une première d'ailleurs dans l'histoire de la présidence, mais il a également donné le ton de sa vision de la société. Souvenons-nous, pendant la campagne, il voulait ouvrir la PMA aux femmes célibataires. Alors évidemment, les catholiques l'attendaient sur ce sujet qui fâche, mais le président est resté assez flou. J'entends l'Église lorsqu'elle se montre rigoureuse sur les fondations humaines de toute évolution technique. J'entends la place essentielle que vous donnez dans notre société à la famille, aux familles, oserais-je dire. Nous sommes aussi confrontés à une société où les formes de la famille évoluent radicalement, où le statut de l'enfant parfois se brouille. Et nos concitoyens rêvent de fonder des cellules familiales de modèle traditionnel à partir de schémas familiaux qui le sont moins. Il faut trouver la limite, car la société est ouverte à tous les possibles. Mais la manipulation et la fabrication du vivant ne peuvent s'étendre à l'infini sans remettre en cause l'idée même de l'homme et de la vie. Mais cette voix de l'Église, nous savons au fond, vous et moi, qu'elle ne peut être injonctive. Emmanuel Macron au micro de Maxence Lambrec. Pendant ce temps, à l'Assemblée, les débats ont été houleux sur la réforme de la SNCF. D'emblée, les députés de gauche sont montés au créneau. La France insoumise accusant le gouvernement de vouloir porter à la ceinture le scalp des cheminots. À l'inverse, les députés de La République En Marche, tout comme la ministre Elisabeth Borne, ont appelé à sortir de la caricature. Sur les rails, encore beaucoup de difficultés en ce 4e jour de grève non consécutif. Demain,
Si la grève SNCF fait une pause jusqu'à vendredi, c'est Air France qui prend le relais. 5e jour de débrayage et un quart des vols annulés. Juste après ce journal, l'économiste Philippe Wechter pour décrypter tout ça. 22h05. Europe 1. La suite du journal de Pierre de Villeneuve. 7 ans de guerre en Syrie et un jour particulièrement sombre, des dizaines de morts dans 2 attaques. D'abord des missiles israéliens qui ont touché une base aérienne dans la province de Homs. Et puis cette attaque chimique sur la zone rebelle de la Ghouta à Douma dans la banlieue de Damas. Les réactions de la communauté internationale sont comme d'habitude divisées en deux. Indignation générale côté occidental et Vladimir Poutine de l'autre côté qui met en garde contre les provocations, les spéculations. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été convoqué en urgence par 9 pays dans la France. Les 15 membres se sont réunis. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. Quels sont les premiers éléments dont vous disposez ? Alors, ils sont en train de se réunir puisque la réunion en urgence de sécurité a lieu en ce moment même. Et on a une impression de déjà vu. Le représentant russe vient de s'exprimer, une très longue intervention pour poser son pays en victime des élucubrations des Occidentaux. C'est pire que la guerre froide, a-t-il dit. Cette attaque chimique en Syrie, c'est comme l'empoisonnement de l'ex-espion russe à Londres. Il n'y a pas de preuves, ça n'existe pas. C'est un piège, des mensonges pour justifier de s'en prendre à la Russie. L'ambassadrice américaine parle en ce moment et puis ce sera le tour du français. Ils vont demander une enquête indépendante sur les attaques chimiques. Les Occidentaux ont une résolution dans ce sens. On ne sait pas encore quand elle sera mise, mais on s'attend déjà à un veto. Et si le Conseil de sécurité apparaît alors, eh bien, les États-Unis et les alliés, dont la France. Merci Xavier Yvon, je suis désolé, je suis obligé de vous couper. Nous avons de grands problèmes de liaison avec vous. Merci Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est un nouveau rebondissement dans le double meurtre de Magnanville en juin 2016. Souvenez-vous, ce commandant de police et sa compagne, également policière, tués chez eux par le djihadiste Larossi Abala. Depuis, les enquêteurs cherchent toujours à comprendre pourquoi ce couple avait été visé. Pierre de Cossette, une policière est en garde à vue, ainsi que sa fille, toutes deux interpellées en même temps que 4 autres personnes. Oui, toutes deux par la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. C'était tôt ce matin dans les Yvelines. La mère, âgée de 48 ans, est donc major de police et ancienne responsable départementale du syndicat Alliance, fonction qu'elle avait quittée après avoir fait l'objet déjà d'une enquête de la police des polices. Pourquoi ? Parce qu'elle avait hébergé une femme fichée S, apparemment proche de sa fille. C'était en 2016, l'année du double assassinat de Magnanville. L'enquête interne n'avait finalement rien permis de démontrer, mais la PJ, elle, s'intéresse de près à cette policière et surtout à sa fille présentée comme radicalisée, avec toujours cette question: comment le terroriste Larossi Abala a-t-il trouvé les noms et adresses de Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider? Pourquoi a-t-il choisi de les tuer eux? Les enquêteurs essaient de comprendre si les 6 personnes en garde à vue depuis ce matin, 3 hommes et 3 femmes âgées de 25 à 48 ans, ont pu participer d'une façon ou d'une autre au choix de la cible, ce couple de policiers. La 3e femme interpellée ce matin est, selon nos informations, précisément celle qui avait été hébergée à l'époque par la policière. Elle a été extraite de prison où elle est détenue dans un autre dossier. À défaut de pouvoir juger le terroriste abattu par le raid, la justice a déjà mis en examen dans ce dossier l'une de ses connaissances, un complice potentiel dont l'ADN a été retrouvé sur l'ordinateur du couple. Merci Pierre de Cossette. La Poste touchée par un immense bug informatique aujourd'hui. Les 9000 bureaux ont été impactés dans l'Hexagone. Carole Ferry, aucune opération possible. Panne informatique nationale, aucune opération financière, c'est ce qu'on pouvait lire sur le tableau installé aujourd'hui devant le guichet de la Poste à Champigny-sur-Marne en région parisienne. En fait, ce sont tous les guichets de France qui se sont retrouvés en effet privés de système informatique dès l'ouverture ce matin. Ça veut dire pas de retrait au guichet, uniquement au distributeur, les montants ne sont pas les mêmes, pas de virement non plus, on pouvait quand même le faire chez soi sur internet. Pour les colis, les recommandés, là où ça peut se faire à l'ancienne dans les petits bureaux de poste, pas de souci, mais là où tout est informatisé, impossible de retirer aujourd'hui son colis, son recommandé ou même d'acheter des enveloppes, des opérations qui peuvent être anodines ou perturber vraiment le quotidien, comme pour Pascal rencontré par Martin Lange. Malheureusement, je devais consulter les comptes de mon frère qui vient de décéder. Il avait un compte postal, donc comme on doit prélever les frais d'obsèques sur son compte, et donc parce qu'on n'a pas trouvé dans chez lui les relevés nécessaires, et donc je venais voir, impossible de savoir quoi. Donc voilà. Ça m'agace.
Alors l'origine de la panne a été identifiée. Selon la Poste, il s'agit d'un problème interne, pas de piratage informatique. Tout rentre progressivement dans l'ordre ce soir. Demain, les guichetiers devraient à nouveau être derrière leur ordinateur. Merci Carole Ferry. Il y a 50 ans, Ariane s'appelait Véronique. Non, ce n'est pas une charade, c'est l'histoire du centre spatial de Kourou en Guyane. Et cette toute première fusée allait permettre à la France d'entrer dans le très serré jeu de la bataille de l'espace. Ce qu'on ne sait pas, en tout cas ce qu'on sait moins, c'est qu'indirectement, l'Allemagne nazie a permis cette avancée de taille lors d'Autriche. Sur la base de Kourou, ce 9 avril 1968, autour de la fusée Véronique, des ingénieurs s'activent. Ils sont français mais aussi allemands. Des scientifiques qui ont été au service du Troisième Reich et que la France a récupéré. Pendant la guerre, ils ont travaillé pour Hitler sur le V2, le premier missile balistique de l'histoire, avant d'être recrutés par la France. C'est le cas du père d'Ewald Schlözer qui, avec ses collègues, devait développer notamment des moteurs puissants pour les fusées françaises. Après la guerre, il y avait quasiment personne en France qui pouvait faire ça. Il fallait rattraper une vingtaine d'années. Mais Véronique était une fusée qui était astucieuse dans la mesure où le V2 était un ancêtre très compliqué. On lui proposait de travailler, alors c'était en France, bien sûr, ça posait un petit problème quand même, parce que c'était l'ancien ennemi, mais le plus important, c'était de pouvoir vivre. Ce 9 avril 1968, les moteurs remplis d'acide nitrique propulsent donc la fusée Véronique. 11 ans plus tard sera lancée la première fusée Ariane avec un moteur inventé par les ingénieurs allemands. Enquête de l'or d'Autriche. La météo, Christine Peña, et on aura quelques éclaircies demain après-midi. En effet, il va falloir attendre l'après-midi pour voir le soleil pointer et les éclaircies se développer largement à l'intérieur du pays. Ça va aller de la Normandie jusqu'à la région parisienne, la région centre, l'Auvergne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et également en Rhône-Alpes. Le ciel sera voilé en Occitanie, Midi-Pyrénées ainsi que sur le Limousin. En revanche, plus on approche des côtes et plus le temps sera chargé et la pluie sera là le long des côtes en général, que ce soit en Manche comme en mer du Nord, les côtes atlantiques, la Méditerranée. En Méditerranée, attention, les averses pourront tourner à l'orage en région PACA. Et puis dans le sud, le vent continue à souffler. En vallée du Rhône également, il remonte ce vent de sud. Les températures resteront assez douces côté est. Lyon, 17 degrés comme à Strasbourg. Clermont-Ferrand, 17 degrés comme à Perpignan et Paris. Il fera même très doux à Lille avec 19 degrés. En revanche, à l'ouest, plus frais. 13 degrés de prévu à Quimper comme à Bordeaux et à peine 12 degrés à Cherbourg comme à Biarritz. Merci Christine Peña.